Alors, pour la prochaine conférence, on a le plaisir d'accueillir Josée Baudouin, qui est la vice-présidente du CIFRIO, et qui va nous parler du projet École éloignée en réseau et la ruralité. Et il y a beaucoup d'intérêt à l'heure actuelle du côté du ministère de l'Éducation pour rendre ce projet-là intéressant pour l'ensemble des commissions scolaires et particulièrement les commissions scolaires qui ne seraient pas encore raccordées au risque, de façon à permettre à ce projet-là de rejoindre plus de gens possible. Alors, le réseau du risque pourrait rendre ces services-là et assurer à ce moment-là la diffusion des contenus et l'enseignement à distance dans un projet commun à l'ensemble des commissions scolaires. Alors, sans plus tarder, Josée, je te remercie et je te cède la parole. Merci. Là, j'ai le spot qui est là, mais je pense que je vais me placer ici. Bonjour tout le monde. Je sais qu'on a du temps à récupérer, alors je vais essayer d'y aller rondement avec ce que j'ai à vous présenter. D'abord, juste pour vous dire et vous rappeler la mission du CIFRIO, mais je vais passer assez vite à travers le modèle de l'école éloignée en réseau, les défis dans lesquels nous sommes actuellement au niveau de la pérennité que nous souhaitons assurer à ce projet au Québec. Alors, juste un petit mot, vous rappelez la mission du CIFRIO. On fait des projets d'innovation à l'aide des technologies de l'information et on les fait dans un contexte expérimental avec des chercheurs universitaires et des organisations. Et le cas d'école éloignée en réseau est intéressant. C'est un beau cas par rapport à notre modèle. C'est un cas où on est parti d'un problème social qui était la fermeture des petites écoles, un problème que les décideurs du ministère de l'Éducation avaient. Ils nous ont demandé d'examiner un dispositif d'innovation qui pourrait venir aider à résoudre le problème. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Alors là, on est rendu assez loin dans la boucle du dispositif au pilote, au déploiement. On est rendu à l'institutionnalisation de cette innovation-là dans le système d'éducation publique. Et on est très heureux d'avoir pu passer à travers cette boucle-là. Ça fait déjà près de 8 ans que le projet est en route. Or, le problème de la fermeture des écoles, évidemment en 2001, mais il y avait aussi l'arrivée de villages branchés qui rendaient possible un tel dispositif d'innovation. Je vous parlerai de ce qu'est le modèle dans un instant. Mais il y avait aussi dans les communautés rurales une prise de conscience plus forte à l'effet qu'il fallait garder la dernière école de village ouverte, que l'école, c'était l'âme du village et qu'il fallait se donner les moyens de la maintenir en vie et bien vivante. Alors, ce contexte-là a été bien sûr favorable au déploiement du projet École éloignée en réseau. On a commencé avec 3 commissions scolaires au Québec, une dizaine d'écoles au total qui étaient impliquées. Et on est maintenant rendu à 22 commissions scolaires 8 ans plus tard, 22 commissions scolaires qui sont réparties dans l'ensemble des régions du Québec, ce qui nous donne à peu près une centaine d'écoles et autour de 150 à 200 enseignants impliqués, engagés dans le projet, là, suivant les années. Et bien sûr, la pérennité du modèle pour l'avenir nous a préoccupés dès le départ. On a mis en place un dispositif d'innovation, mais toujours avec en tête comment cette innovation-là pourrait ensuite rester dans le système d'éducation si la preuve de concept qui en est faite au départ dans le projet en vaut la peine. Alors, c'est comme ça que le projet a évolué d'une année à l'autre. Alors, le modèle, rapidement, puis je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il y a confusion souvent avec l'enseignement à distance quand on parle d'école en réseau. On n'est pas dans l'enseignement à distance, on est dans un modèle d'apprentissage en réseau, 2 enseignants de 2 écoles distantes avec leurs groupes d'élèves respectifs qui travaillent ensemble, qui collaborent à travers des instruments technologiques dans la classe et qui le font dans les activités liées au programme d'études. C'est facile de faire de la technologie à l'école dans le parascolaire, et on l'a vu au cours des dernières années. C'est plus difficile de le faire dans le contexte du programme d'études. C'est des exigences de plus pour les enseignants. Et là, ce qu'il y avait évidemment dans le modèle, c'était de le faire en collaboration, 2 enseignants ensemble. Ça suppose une planification commune, des jumelages interécoles, des ajustements d'horaire et bien sûr une interconnexion fonctionnelle et un outillage en classe adéquat. Les 2 outils qui ont été utilisés d'abord en classe en 2001-2002, il n'y avait pas beaucoup de systèmes de vidéoconférence qui étaient peu coûteux, qu'on pouvait amener dans des petites écoles. Petite parenthèse, c'était les écoles les moins équipées. Hein. Il y avait souvent de la fibre optique, mais qui arrêtait au bureau de la secrétaire, qui n'était pas déployée dans les classes encore. Or, on a forcé l'arrivée de la haute vitesse en classe. On a installé un dispositif technique, donc des ordinateurs, des portables dans ces classes-là.
Et bien sûr, les applications qui étaient là étaient faites pour être utilisées en classe entre les élèves et les enseignants. Pour l'écrit, un outil de coélaboration des savoirs, on a voulu que les élèves travaillent à l'écrit sur des outils technologiques, une forme de forum qui est fait pour supporter la co-construction des élèves eux-mêmes en collaboration d'une école à l'autre. On maintient toujours ces outils-là actuellement dans le projet. Et on prend des mesures sur les apprentissages des élèves au moyen de tests de compréhension écrite et de tests de motivation depuis 2002. C'est probablement un des rares projets à travers le monde qui s'intéresse à l'impact sur les apprentissages des élèves de l'usage des technologies en classe. Et on est content d'avoir ces données-là. Ça prend du temps en éducation de combiner nos données pour voir des effets. C'est dur d'isoler des variables, mais on a quand même un corps de données qui est intéressant et qui nous dit des choses de plus en plus. Et tout ça, évidemment, est largement documenté. Juste pour vous montrer, ça, c'est l'outil que vous connaissez bien, l'outil VIA, qu'on utilise dans des activités en classe, dans des activités à l'international, mais aussi dans des activités de développement professionnel des enseignants qui viennent se connecter une fois par semaine, pendant 1 heure, sur des thèmes. Alors, dans l'ensemble des commissions scolaires, les enseignants sont invités à travailler avec cet outil-là, et de plus en plus dans les classes. On a également un outil qui s'appelle iVisit, c'est le premier outil qu'on a utilisé pour les élèves en classe, qui a été choisi parce qu'il consomme très peu de large bande, et c'était une condition importante dans le projet, que les gens de technologie en général détestent parce que ça oblige à ouvrir des ports, à gérer l'installation des applications, mais qui, pour les élèves et les enseignants, ont été un déclencheur dans l'usage de la vidéoconférence en classe. Et c'est par cet outil-là qu'on a inventé des pratiques pédagogiques au Québec avec l'ordinateur, pas seulement l'ordinateur, mais la vidéoconférence en classe sur Internet. Et on n'est pas dans un dispositif d'un ordinateur élève dans l'école en réseau, on est dans un ratio qui, je vous dirais, qui oscille là, autour d'un ordinateur pour 4 élèves dans la classe. Classe multi-âge, qui fonctionne souvent en atelier, et l'ordinateur a amené davantage ce fonctionnement en atelier, où on ne fait pas tout le monde la même chose en même temps, et ce qui a été extrêmement intéressant, justement, sur le plan de l'environnement éducatif de ces petites écoles. On fait aussi de plus en plus, et ça, c'est un grand chantier au Québec, on a ouvert le terrain de ce qu'on appelle l'intervention en réseau pour les professionnels non enseignants, orthophonistes, psychologues, conseillers en orientation, des métiers en pénurie dans bien des milieux, des professionnels qui se promènent beaucoup, beaucoup sur la route dans les régions et qui ont de moins en moins de temps pour s'occuper des élèves. Ces outils-là sont devenus des outils d'expérimentation pour certains de ces professionnels-là. Ici, on avait une orthophoniste récemment. Je vais la laisser parler. Ce que nous, on a trouvé comme orthophoniste, c'était que VIA, c'est un outil très puissant. C'est puissant parce que, d'une part, l'élève se voit à l'ordinateur et nous voit en même temps. Ça fait un peu un effet miroir. Quand le son et l'image est bon, c'est extraordinaire. On sait tous que la technologie, des fois, ça bug, des fois, ça gêne. Il va y avoir des fois des décalages, mais quand c'est bien, c'est extraordinaire. Les élèves, souvent, sont très motivés devant l'ordinateur. C'est rare qu'on va voir un enfant regarder autour et regarder ce que c'est mûr. Au contraire, on voit une amélioration de l'attention. Il y a la tablette graphique qui est extraordinaire pour un intervenant. On peut voir l'enfant écrire en temps réel, on peut voir ses corrections, on peut voir ses stratégies, on peut réagir par écrit. Elle nous dit c'est qu'elle a découvert en utilisant un outil vidéo pour être en interaction avec un élève et ses parents. Elle a découvert un changement de pratique professionnelle intéressant. Au début, les craintes des professionnels, c'est on va déshumaniser notre métier, on a choisi ça pour faire de la relation d'aide, mettez-nous pas des ordinateurs pour faire ça. Mais en le faisant, les gens découvrent l'effet de plus que ça donne dans la pratique professionnelle, la flexibilité que ça amène dans l'organisation du travail. Alors, c'est les deux grands enjeux de l'intervention en réseau avec ces professionnels-là. Et ce qu'on souhaite actuellement, c'est que ça se déploie à l'ensemble des métiers. Mais ça interpelle les centrales syndicales, évidemment, les corporations professionnelles. C'est des dialogues qu'on fait actuellement avec ces groupes-là. Mais il y a là un changement de paradigme dans les métiers qui est prometteur aussi. Puis bien sûr, les élèves, les parents, l'idée, c'est d'avoir plus de services. Il y a des régions où il n'y a plus de psychologues pratiquement. Or, le fait de les maintenir et de les accroître, ces services-là, en utilisant
La vidéo, en utilisant le réseau, puis le réseau de fibre optique, est un bel avenir là, pour les écoles qui sont situées en région. Des résultats, évidemment, je ne rentre pas dans les détails, mais juste pour vous dire qu'on a documenté École en réseau depuis 8 ans sur l'ensemble de ces plans-là. Et on est heureux d'avoir pu regarder l'ensemble de ces dimensions. Et tout est public actuellement dans les rapports, si vous voulez en prendre connaissance. Alors, la suite des choses, évidemment, qui nous préoccupe depuis 8 ans, mais dans laquelle on est encore plus depuis un an et demi. Comment on va faire en sorte qu'un tel modèle de fonctionnement pour la petite école multi-âge au Québec s'institutionnalise dans le système public d'éducation. Alors, on regarde les lois, les règlements, les conventions de travail. C'est des choses qu'on avait regardées il y a 8 ans, qu'on remet à jour actuellement avec le ministère de l'Éducation. Puis comment, bien sûr, assurer l'efficacité du dispositif technique, parce qu'on ne vous cachera pas qu'il y a des difficultés dans l'interconnexion entre les commissions scolaires. À l'interne d'une commission scolaire, les ajustements de large bande, quand il y a beaucoup de monde sur le réseau en même temps, pose parfois problème. Alors, il y a des apprentissages qui se font aussi à ce niveau-là. Mais dès que problème technique survient, qui devient plus récurrent, évidemment, les enseignants se lassent. C'est difficile pour les enseignants de se reprendre continuellement. Alors, c'est important que le dispositif technique soit efficace pour assurer justement aux enseignants un usage sur le plan pédagogique de ces outils-là. La vision qu'on a retenue et partagée avec le ministère de l'Éducation, c'est la vision d'une école multi-âge qui est reconnue, qui a une espèce de label qui lui est propre et qui rend la petite école de village attractive, parce qu'on ne vous cachera pas qu'elle n'est pas toujours attractive auprès des parents et de la population. On veut la voir aussi comme une école à la fine pointe de l'innovation, tournée vers les compétences du 21e siècle. Et on travaille sur ce type de compétences dans le projet École éloignée en réseau depuis 8 ans. Donc, ça fait beaucoup de sens pour nous d'y mettre un caractère de cette nature-là. Et bien sûr, un mode de fonctionnement qui intègre l'apprentissage en réseau, non seulement dans la classe et entre les écoles, mais également dans les services éducatifs et complémentaires, donc pour l'ensemble des professionnels qui interviennent dans ces écoles-là. Notre plan d'action qui est en œuvre depuis plus d'un an, on maintient toujours un comité directeur avec les autorités du ministère depuis 8 ans, qui s'est maintenu au fil du temps. Il y a un comité de travail qui réunit des directeurs généraux de commissions scolaires qui a été formé ce printemps et qui travaille à anticiper l'institutionnalisation sur tous les plans d'école éloignée en réseau par des analyses que nous faisons sur l'ensemble des dimensions. Pendant ce temps-là, on a accéléré le déploiement du modèle dans quelques commissions scolaires qui étaient plus en avant du train et qui ont accepté d'intensifier leur travail, autant du côté des enseignants que du côté des directions, des conseillers pédagogiques et de l'ensemble des acteurs. Donc, assurer un soutien technique optimal aux enseignants, assurer un fonctionnement du point de vue de l'organisation du travail qui soit optimal également. Donc, il y a comme une expérimentation plus intensive qui se vit actuellement dans quelques commissions scolaires. On a formé un groupe technologique avec ces mêmes commissions scolaires pour examiner les questions techniques, puis j'y reviendrai dans un instant. Il y a un comité qui... en fait, ce comité va remettre ses recommandations au ministère de l'Éducation cet hiver. On est en train, en fait, de les formuler avec des acteurs comme la Fédération des commissions scolaires. On parle évidemment aux instances syndicales également et aux représentants des enseignants. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de rupture entre l'expérimentation en cours depuis 8 ans et l'étape où on va rentrer ça dans le système progressivement. Et pour nous, cette année charnière est assez importante parce qu'on peut perdre un momentum assez difficile à reprendre s'il y a rupture pendant une année. Et ce passage-là d'expérimentation à intégration dans les pratiques, il n'est pas facile. Je pense que ce serait plus facile de rester un projet pilote avec une mesure récurrente du ministère de l'Éducation, puis on ne se poserait plus de questions, puis on continuerait ça. Mais à un moment donné, il faut que le phasing out de l'expérimentation se fasse et qu'on aille plus dans l'intégration de routines, en fait, qu'on entre dans les routines des enseignants, mais aussi dans les routines de gestion que le fonctionnement en réseau va requérir. Les membres du groupe, juste pour vous les signaler, et on en a un représentant qui est ici dans la salle, Pierre Drouin, de la Société Grix, qui fait partie du groupe de travail. Alors, les 4 commissions scolaires qui sont dans le petit groupe formé pour intensifier les expérimentations sont celles-là. Évidemment, les autres partenaires sont autour du comité. Notre mandat est d'examiner 2 choses. Il y a toute la question des pratiques de gestion, du soutien pédagogique et technique des enseignants dans les commissions scolaires.
pour nous qui est important parce qu'on a appris plein de choses depuis 8 ans. On a vécu toutes sortes de modèles de déploiement, la manière dont les services techniques sont gérés pour supporter des enseignants qui travaillent en réseau avec leurs élèves. On fait ça comment? Les supporter à distance, sur place, dans des outils qui sont relativement nouveaux, qui ne sont pas normalisés à l'ensemble des écoles. Alors, il y a une gestion particulière aussi qui est à faire autour de ça. Et bien sûr, l'outillage en matière de communication interécole. Notre problème a été vraiment au niveau plus de la vidéoconférence en classe, moins sur l'autre outil qui est une plateforme asynchrone de type forum et qui est webifiée. Mais avec les deux outils de vidéoconférence, c'est là que les problèmes se vivent. À l'interne d'une commission scolaire, un peu moins, mais avec d'autres commissions scolaires, c'est de plus en plus difficile. Évidemment, avec les années, l'arrivée des pare-feux, la sophistication de bien des choses ont rendu aussi des outils comme le iVisit qui s'installe sur les ports, a rendu ça un petit peu plus compliqué dans le réseau scolaire. Or, on est à la recherche de la solution qui pourra être celle qui sera un peu plus permanente dans le système. Alors, ce que le groupe a fait, il a examiné par un sondage qui a été administré par la société Grix quelles étaient les différentes attentes des commissions scolaires. Là, je vous signale ici juste une chose, je pense qu'il y a d'intérêt ici pour le groupe. Depuis le début dans l'École en réseau, même en 2002-2003, il y avait cette vision qu'il fallait peut-être avoir au-delà des commissions scolaires, du côté technique, soit un organisme ou en fait une vision qui est un peu supra-commission scolaire pour favoriser les questions de sécurité, d'interconnexion. Et ça a fait partie des choses qui ont été examinées. Alors, cette fois-ci, avec le groupe de travail, on a interrogé les commissions scolaires sur ces questions et une majorité ont trouvé que une approche fédérée, un intra-risque pour l'ensemble du réseau avec des applications vidéo serait une solution intéressante. Une bonne partie nous ont dit qu'ils ne savaient pas. Alors, on comprend de ça qu'il y a aussi de la sensibilisation à faire autour de cette question. Un petit sondage rapide, évidemment, ne nous permet pas de rentrer dans toutes ces subtilités-là. Mais ça se partageait entre celles qui disent oui et celles qui se demandent si c'est oui ou si c'est non. Alors, pour nous, c'est un indicateur intéressant pour aller de l'avant dans une approche comme celle-là. Il y a certaines commissions scolaires qui sont préoccupées de la distinction entre l'intra-risque puis l'Internet public et l'Internet public qu'on achète. Alors, ce n'est pas une question facile non plus. On en parle avec le risque. Et ce sont des choses qui devront être regardées avec et le risque et le ministère de l'Éducation et les commissions scolaires elles-mêmes et la GRIX, bien sûr, qui est autour de ces questions-là. Alors, le modèle n'est pas clair encore. On voit certaines choses. Ce sont des travaux qui sont en cours et qui devraient aboutir l'année prochaine. Mais chose certaine, on va avoir avantage à ce que le réseau primaire et secondaire soit dans ce grand réseau éducatif sur le plan technologique. C'était d'ailleurs une des visée du programme Village branché, qui est cette interconnexion entre les commissions scolaires et qu'on prévoit ces connexions-là. Là, on est arrivé, à cause d'écoles en réseau, dans le fond, à le regarder de façon un peu plus sérieuse avec le ministère de l'Éducation. Et les travaux d'écoles en réseau servent en fait à le faire actuellement. Une chose que je voudrais peut-être rappeler dans un contexte où, vous vous intéressez à différents systèmes de vidéoconférence. On est souvent dans des systèmes de vidéoconférence qui sont assez sophistiqués dans les univers où on est en télécommunication. Avec École en réseau, le pari qui a été fait au départ et qui n'a pas plu nécessairement aux gens en technologie, c'était le pari qu'il fallait mettre entre les mains de l'enseignant et des élèves des outils simples, faciles, même s'ils n'étaient pas parfaits et qu'ils n'étaient pas broadcast. Hein. On n'est pas avec des images parfaites. On est avec des sons, des fois, qui ne sont pas toujours non plus les plus parfaits, pour toutes sortes de raisons. Et les outils ont été choisis au départ pour des raisons de protocole de recherche puis de cueillette de données normalisées dans le réseau scolaire, mais ont été aussi choisis pour la simplicité qu'ils présentaient. Et 8 ans plus tard, avec le groupe d'enseignants avec qui on vit de la vidéoconférence en classe, à qui on demande de nous parler de l'usage qu'ils font de la technologie, on est toujours dans la même perspective de la chose. Simplicité, spontanéité, un système de vidéo qui peut être ouvert à la limite toute la journée en classe, une salle où on va rencontrer quelqu'un. Hein. Les élèves, ils travaillent 2 par 2, 2 dans une école, 2 dans une autre.
Et en atelier, en classe, il y a toutes sortes de choses comme ça qui se produisent dans le fonctionnement en réseau. Bien, on s'en va 2 sur un ordinateur dans un coin, puis là, on va faire un travail d'équipe pendant 1 heure avec 2 autres élèves. Bien, on ne veut pas réserver, on veut pas avoir à réserver une vidéoconférence. On veut être capable de rentrer dans le système. Et c'est ça que iVisit nous a permis de faire. Et ce que les enseignants nous disent, c'est qu'on va être capable de continuer à travailler de cette manière-là dans l'avenir et donc pas se retrouver avec des systèmes qui vont être contraignants, où on va être, on va nous minuter, on va regarder combien de temps on l'utilise, puis on va tarifier la commission scolaire en conséquence. C'est des modèles d'affaires qui tiendront probablement pas la route dans leur milieu. Alors, ces questions-là, pour nous, sont importantes. On va les aligner de façon plus spécifique dans les rapports qui s'en viennent, mais ça reste une volonté des enseignants que d'avoir des systèmes de cette nature-là, c'est-à-dire beaucoup plus simples. La journée où il n'y aura pas de clavier, où on sera peut-être en audio-vidéo, va directement avec la voix, va aider des choses. Là, il y a des tableaux interactifs qui sont arrivés dans bien des écoles en réseau. Alors, avec le canon et tout, les enseignants voient aussi toute la convivialité du dispositif quand tout est interconnecté et que c'est facile de rentrer dedans. On avait des outils qui ne coûtaient pas cher aussi. Ça aussi, c'est une donnée importante. Hein? On ne pouvait pas rentrer avec des systèmes de vidéo de type broadcast comme on le fait en enseignement à distance. Ce n'était pas ça l'idée. Alors, des licences qui ont coûté très peu cher, qui ont fait partie des coûts de la recherche et qui nous ont permis d'avoir de plus grands nombres d'enseignants, d'élèves qui sont connectés à École en réseau. Et ça aussi, ça a joué dans le déploiement du projet. Et ça va rester, on ne se le cachera pas, une préoccupation des commissions scolaires, aussi les coûts que ça va représenter sur le plan technologique. Alors pour nous, les enseignants et l'usage qu'ils en ont fait, parce qu'ils ont été des innovateurs au Québec, le projet École en réseau, il est encore une des grandes activités dans le réseau actuellement, dans les régions. Quand on regarde le tuyau, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bien, École en réseau est un bout important en termes de volume. Ils ont inventé des pratiques et pour nous, c'est important de les entendre aussi dans la manière dont ils voient ce fonctionnement-là complètement intégré à la classe. Puis l'usage du réseau pour les services complémentaires aux élèves, pour les liens avec les parents aussi, il y a quelque chose, là, il y a un grand chantier pour le Québec qu'on aimerait bien continuer d'élargir, qui n'est pas facile à ouvrir parce qu'il suppose beaucoup de travail avec des corporations professionnelles notamment. Et ce sont des choses qu'on a commencé à élargir, mais disons qu'on pourrait se donner un plan d'action beaucoup plus formel au Québec pour élargir ces questions-là. Et je pense que les professionnels sont probablement assez prêts à prendre un peu le virage, à tout le moins de l'expérimenter là, pour les prochaines années. Alors ça, pour nous, il y a un gain au réseau de fibre optique à obtenir si on transforme les pratiques de travail de cette manière-là. Voilà. Est-ce que j'ai... Merci. C'est pas facile de passer pour les dernières conférences. Merci énormément. Est-ce qu'il y a des questions à Josée? Alors, merci beaucoup. As-tu des chiffres sur... Est-ce que c'est surtout du trafic à l'intérieur d'une commission scolaire ou s'il y a beaucoup de trafic entre les commissions scolaires? Au primaire, c'est à l'intérieur d'une commission scolaire, puis c'est comme ça qu'on voit le modèle. Mais on aimerait bien ça qu'il y en ait au secondaire, entre les commissions scolaires, parce que souvent, la petite école secondaire, il n'y en a pas beaucoup dans une même commission scolaire. Hein, et je regarde Mme Gagnon, qui est directrice générale de la Fédération des commissions scolaires. Il y a une difficulté dans le modèle d'organisation du secondaire actuellement pour faire du travail en réseau. C'est pas facile. On va y arriver à un moment donné, mais dans le métier de l'enseignant et dans son découpage au secondaire, c'est un petit peu plus compliqué. À l'externe, il y a beaucoup d'activités internationales maintenant avec plusieurs pays. L'équipe de recherche qui est connectée sur un réseau de knowledge building à travers le monde a amené ça dans le projet. Écoutez, on amène des enseignants dans d'autres pays, dans des activités de développement professionnel. C'est pas rien au Québec de faire ça avec des enseignants. On n'en a pas eu beaucoup qui ont vécu des choses comme ça. Alors ça il y a beaucoup d'enseignants qui veulent que ça se déploie davantage. Le lien avec des écoles ailleurs dans le monde pour des projets entre les élèves, ça a quelque chose de très attrayant pour un enseignant qui est isolé dans un village et dans une école. Alors on souhaite que ça puisse se déployer. Oui. Est-ce qu'il y a une coopération avec les écoles d'éducation pour la formation des futurs enseignants?
Avec la formation académique? Oui, depuis le début qu'on veut que ça atterrisse, ça aussi, mais c'est dur de faire changer des programmes. Alors, on examine des solutions. Là, on a fait un cours au 2e cycle du secondaire, en réseau, dans le réseau de l'UQ, à travers le programme FODAR qu'on expérimente, qui pourrait devenir un DESS. Mais c'est le 1er cycle aussi qui est l'enjeu, hein, on le sait. Et on a des pistes de solutions autour de ça. Puis on pense que ça peut prendre quelques années, là, mais il va falloir aller vers ça.